Cochonnet, chapitre 13. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Je suppose que tous veulent s'assurer que la gare est vraiment partie. Puis ils se précipitent pour nous aider. Ou plutôt pour être aidés. « Qu'allons-nous faire, Madame Crisser ?» demande-t-il en pleurnichant. Elle essaye de répondre, mais elle a la bouche pâteuse. Elle a reçu un autre coup à la tête en heurtant le sol. Des élèves l'aident à s'adosser au mur. Personne ne vient à ma rescousse. Je pense qu'ils ne sont même pas aperçus que j'étais partie. Je me relève sans aide. Il fait noir dans le bâtiment. Quelques rayons de lumière filtrent par les petits trous du toit. Ça sent le foin, le fumier et la peur. Je comprends vite que les adultes ne nous seront d'aucun secours. Madame Crisser est dans un état lamentable. Le chauffeur n'est pas mieux. Tout ce stress l'a ébranlé et il craint pour son cœur. Monsieur Van Pett, le vrai Monsieur Van Pett, a un bras cassé. Son avant-bras forme un L grotesque. J'ai un haut-le-cœur rien qu'à le regarder. Je ne pense pas que les élèves puissent être très utiles, eux non plus. La plupart pleurent, blottis les uns contre les autres. Shane est assis dans un coin tout seul, comme s'il était en pénitence. Il ne me fait plus peur. Sam Demont, Monsieur Popularité, déblatère sur l'école et sa responsabilité dans cette affaire. Si le directeur n'avait pas interdit les cellulaires, rien de tout ça ne serait arrivé. Nous aurions pu demander du secours, dit-il. Nous serions tous de retour chez nous à l'heure qu'il est. Mais nous n'avons pas de cellulaire et nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes dans un bâtiment sombre et verrouillé et nous attendons qu'un maniaque mette le feu. J'imagine que le gars est occupé à se débarrasser du kérosène dont il est couvert. Je me demande combien de temps ça lui prendra. Heureusement que Van Pett n'a pas de l'eau courante dans la maison. Le gars va devoir se nettoyer à la pompe située dans la cour. Ça nous donne quelques minutes de plus. J'aimerais que les autres cessent de gémir et de pleurnicher. Ça m'empêche de réfléchir. Mais je n'y peux rien. Sam me tombe particulièrement sur les nerfs. Il n'arrête pas de se plaindre. Les enseignants ont droit au téléphone cellulaire. Pourquoi pas les élèves ? J'ai envie de lui répondre qu'on s'en fout, mais je me tais. Cependant, ça me donne une idée. Je cours vers Madame Crisser. Je dois la secouer pour la réveiller. « Avez-vous un téléphone cellulaire ?» Elle fait signe que oui. Mon cœur fait un bond. Si j'appelle le 911, les policiers arriveraient peut-être avant le retour du détraqué. « Il est dans le bus, dit-elle. » Mon cœur bondit de nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de joie. Je me demande s'il n'aurait pas été préférable que le gars nous tue et qu'on en ait déjà fini. Je ne peux pas rester à attendre sans rien faire. J'essaye de raisonner logiquement. Quelles sont nos chances de sortir d'ici vivants ? La porte est verrouillée, pas la peine d'essayer. En tâtonnant dans le noir, je repère une des fenêtres et tente de l'ouvrir. Les planches qui la couvrent sont fermement clouées. « Tu perds ton temps, dit quelqu'un. Nous avons déjà essayé. » Je connais cette voix. Je l'entends tous les soirs avant de m'endormir. C'est la voix de Shane. Mais le ton est différent. Cette fois-ci, il ne me traite pas d'idiot et ne m'appelle pas cochonnet. Il se contente de m'informer d'un fait. Comme dans une conversation entre des gens normaux. Ça me fait tout étrange. Bon, d'accord, dis-je. Il est moins antipathique lorsqu'il a peur. Je m'approche de Van Pett. Il est soit en état de choc, soit très brave. Il est assis là, tenant son bras cassé. Il ne pleure ni ne geint, comme le ferait si j'étais à sa place. Y a-t-il un autre moyen de sortir d'ici, dis-je, comme une trappe ? Il secoue la tête. Quelle question idiote ! Van Pett l'aurait certainement déjà mentionné si elle avait existé. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons défoncer ? Un point faible quelque part ? Non, répond-il, c'est du solide. J'ai construit cette cabane moi-même pour entreposer mes semences. Je suis désolé, ajoute-t-il tristement. Je ne sais pas s'il est désolé d'avoir construit aussi solidement ou de nous avoir invités à visiter sa ferme. Vous ne pouviez pas savoir, dis-je, au hasard. Je m'éloigne et essaie de trouver une solution par moi-même. Il doit y avoir une façon de sortir d'ici, autre que celle que le gars a prévue pour nous. Distraitement, je fixe les petits points de lumière sur le plancher. Puis soudainement, le déclic se fait dans mon cerveau. Quel idiot ! Ce n'est pas vers le bas qu'il faut regarder, mais vers le haut. Il y a des petits trous dans le toit. En d'autres mots, de petites ouvertures vers l'extérieur. Si je parviens au toit, je pourrais peut-être agrandir un de ces trous et me glisser à l'extérieur. Je retourne auprès de Madame Crisser. « Il est où votre téléphone ? Où dans le bus ?» Elle serait sans doute curieuse de savoir où je veux en venir si sa tête ne lui faisait pas si mal. Mais elle contente de répondre. « Dans mon sac à main. »« Il a l'air de quoi, votre sac à main ?»
Vert foncé, dit-elle. Le téléphone est dans la poche extérieure ou de côté, la petite à côté de la trousse de maquillage ou dans... Je vois qu'elle a de la difficulté à parler. Je l'interromps. Ouais, ne vous inquiétez pas, je vais le trouver. J'empile des sacs de semences sous le plus gros trou dans le toit. Personne ne s'intéresse à ce que je fais. Je grimpe sur le tas. J'espère attraper une poutre et me hisser dessus. Il devient vite évident que je n'y arriverai pas. Je suis trop chétif pour me hisser où que ce soit. Le gars va revenir d'une minute à l'autre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je ravale ma fierté. « Shane, dis-je, j'ai besoin de ton aide. »